Le peuple congolais n'a jamais eu sa propre constitution de 1. De 2, au-delà de toute la polémique politicienne, le peuple congolais, au regard des principes de rationnel, n'a jamais eu sa propre constitution. Voilà. Cela est irréfutable. Voilà pourquoi même Martin Fayulu, je le dis avec beaucoup de respect, en tant que citoyen congolais, s'était levé mordicus contre la constitution actuelle en 2005. Il n'était pas d'accord, estimant que cette constitution n'avait pas été demandée par le peuple congolais. Et pourquoi il se bat pour la maintenir? Bon, je pense que la procédure que propose l'opposition radicale ou radicaliste ou sur-radicaliste est anticonstitutionnelle parce que... Vous trouvez cela anticonstitutionnel? Absolument. Le chef de l'État ne doit démissionner, par exemple, que quand il y a haute trahison. C'est que si l'opposition radicale estime que le président de la République avait des intentions de se maintenir au pouvoir, et le président de la République sur la question a dit que cela dépend du souverain primaire, à mon sens, il n'y a aucune preuve probante sur la question, d'autant plus que l'initiative de la révision constitutionnelle est une prérogative reconnue au président de la République au regard de la loi fondamentale qui n'est rien d'autre que la Constitution en vigueur. Nous sommes Congolais. Je pense que si vous côtoyez la Constitution, je ne suis pas en train de remettre en question sa sacralité. Cependant, elle est d'outre-mer. Vous comprenez qu'il est évident, même au XXIe siècle, de construire des textes légaux qui puissent être le reflet substantiel de l'homme congolais. Nous avons, en tant que jeunes, ces compétences de gérer une province. Mais nous ne pouvons pas le faire, d'autant plus que la Constitution ne le permet pas. Ces débats pourraient cacher d'autres objectifs politiques. Le peuple, le souverain primaire, n'a pas exprimé ce besoin d'une révision constitutionnelle. Le débat sur le changement de la Constitution est une preuve de démocratisation de notre République. Et quand on voit l'opposition, au lieu de répondre au rendez-vous du peuple, reporter, demander au peuple d'attendre. Parce que celle-ci estime qu'il est beaucoup plus important d'aller en pourparlers avec l'Union africaine, où est la souveraineté du peuple congolais. Il est souverain en la matière. Moi, je suis déçu par moments quand j'entends certains cadres de l'Union sacrée estimer que cette constitution, puisqu'elle appartiendrait à un régime politique, il faut la changer. Mais non! Dans une démocratie, on ne doit pas avoir ces angles de vue. Le mal serait vouloir son changement et utiliser une machination politicienne pour y arriver. La seule machination qui évite la sanction du souverain primaire. Là, ça serait outrance. Certains cadres de l'Union sacrée estiment que l'opposition a tort sur toute ligne, c'est faux. Je veux même certains déchirer la Constitution. Non, mais ça, c'est... Mais il fallait écouter le président de la République dans son discours qu'on parle de la Constitution. Il a reconnu et respecté la sacralité de la Constitution. Il a même estimé que aucune guerre, aucun conflit politique ne peut remettre en question l'unité nationale. Alors il faudrait que la Constitution soit textuellement parlant, techniquement parlant, juridiquement parlant, le reflet de l'exercice express de la volonté du souverain primaire. Bonne arrivée sur télévision, faites bien de nous regarder. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous nous regardez via nos différentes plateformes à travers le monde. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Votre émission de ce jour reçoit messieurs Jérémy Yavbang Arken Oulé, qui est coordonnateur de la cellule technique à la vice-primature du budget. Il est également président fédéral exécutif de Nouvel Élan dans le Haut-Katanga stratégique dans l'espace Grand Katanga. Il est également initiateur du mouvement Jeunes Réveillons-nous. Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour, monsieur Nathan. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir que vous me recevez ici. Un plaisir profond. Un grand honneur pour nous aussi de vous recevoir. Pour ce premier numéro, vous êtes une grande personnalité, vous n'êtes plus à présenter, avec beaucoup d'humilité quand même. Il faut quand même me présenter sincèrement. Vous l'avez fait d'ailleurs. Et notamment, oui. Je vous remercie. Et avec vous, nous allons parler de plusieurs questions, principalement de la question du maintien, révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Vous êtes politique, on vous a présenté comme coordonnateur de la cellule technique. En dehors de ça, vous tenez le parti Nouvel Élan dans l'espace Grand Katanga. Avec vous, on va parler de cette question relative au maintien, au changement, aux révisions constitutionnelles et surtout en mettant un accent sur le peuple. On va voir l'intérêt du peuple dans tout ça. Est-ce que le peuple pense vraiment à ça ou c'est surtout le politique qui veulent mettre ça dans la tête de la population pour satisfaire certains agendas politiques? On va y revenir avec vous.
On va aborder justement cette question relative au changement, la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, Monsieur Jérémy Yave. Une question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. On estime qu'il faut aller justement à un dialogue national, tandis que l'opposition congolaise estime qu'il y a d'autres priorités. Alors face à cette situation, aujourd'hui les débats sur la Constitution, pensez-vous que ce débat a lieu d'être maintenant? Et où est la place de la population dans tout ça? Bon, j'ai peur qu'on n'aille pas plus de temps au regard de la profondeur de la question qui exige une certaine exégèse dans la réponse afin que l'on ne puisse pas taper à côté. Alors, est-ce que cela est urgent? Qui définit les urgences dans une république? C'est la question qu'on se pose. Nous sommes 116 millions d'habitants. Par quel mécanisme concret on va définir les urgences? Est-ce que l'on va jauger le niveau de vie social de tous les Congolais pour savoir ce qui est prioritaire, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un leader ou un leadership qui puisse soit présenter ou hiérarchiser les priorités ou les urgences? Point d'interrogation. Est-ce que l'actualité sur la question de la Constitution ne retrouve-t-elle pas du répondant dans la sphère politique congolaise, ou au-delà de ça, au niveau de du peuple, c'est mieux, du peuple congolais? C'est des questions profondes, parce que je me rappelle bien, le président de la République, on avait parlé à un moment, il avait été reçu dans une émission où on lui pose la question sur le nombre de ses mandats et aussi sur la possibilité d'un éventuel changement de la Constitution. Il a répondu que cela revenait au souverain primaire. C'est que cela ne dépendait pas du président de la République ni d'aucune autre institution que le souverain primaire, et qui est le peuple congolais. Donc, à mon sens, soit ça peut s'impulser par un leader, soit ça peut s'impulser par un parlementaire, parce que toute question relative à la révision de la Constitution, parce que le changement est une autre paire de manches. Le maintien, on ne peut pas en parler parce que cela ne vaut pas la peine. On va reprendre directement l'actualité qui fait allusion au changement. Mais j'ai déjà ouvert une passerelle, je dois la construire proprement. La révision de la Constitution peut être initiée par le président de la République, par le gouvernement, par le Parlement ou par la population, avec près de 100 000 signatures. J'ai vu un certain monsieur Mardoché Sélé qui l'a fait, exprimant la volonté du souverain primaire par voie de pétition sur le changement de la Constitution. Sur le changement de la Constitution d'ailleurs. Alors de ce point de vue, nous sommes déjà dans cette actualité-là. Est-ce que cela est prioritaire? J'ai dernièrement suivi le ministre national de la Communication, M. Patrick Mouyaya, qui a estimé que le débat sur le changement de la Constitution est une preuve de démocratisation de notre République. Et au-delà de ça, le gouvernement n'a pas la priorité du changement de la Constitution. Cela est d'abord une question cruciale au niveau du peuple congolais, et ça va devoir évoluer au niveau du Parlement. Le gouvernement n'est pas directement impliqué. D'ailleurs, je fais allusion à la loi référendaire Ngondankoy, qui a été discutée au niveau des deux chambres, qui par la suite a été, par la demande du président de la République, déférée au niveau de la Cour constitutionnelle pour l'examination de sa constitutionnalité. Alors, pour revenir à ce que disait Monsieur le ministre national de la Communication, que le gouvernement a une seule priorité majeure, la sécurisation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous sommes sous état de siège, c'est qu'il y a une bonne partie qui est sous le non-État, et le gouvernement continue, comme cela est le premier pilier de son programme, de réfléchir diplomatiquement parlant, parce que nous ne pouvons pas déclarer la guerre pour le moment avec la situation budgétaire qui ne permet pas, et aussi avec la possibilité selon laquelle la diplomatie pourrait aussi être un moyen qui permettrait de pacifier la zone. Alors, je suis en train de peindre un tableau selon lequel le gouvernement n'a pas pour urgence le changement de la Constitution. Le Parlement a cette urgence-là parce que de naissance de souche, la loi Ngondankoy serait en train d'envisager ou de présager des questions liées au changement, à la révision de la Constitution. Mais puisque ce qui taraude l'esprit de plusieurs Congolais, que ce soit la classe politique congolaise, que ce soit les confessions religieuses ou la société civile, c'est le changement de la Constitution. J'aimerais bien que vous posiez des questions et que je réponde de manière... absolument, très bien. Alors on va y aller dans cet aspect de choses. Vous êtes président fédéral du parti Nouvel Élan, exécutif dans l'espace Grand Katanga.
quelle est la position de Nouvel Élan? D'accord. Parce que Nouvel Élan est dans l'opposition Non, républicaine. républicaine. Évidemment. C'est des Opposition, nuances importantes. opposition atténuée. On va dire ça comme ça. L'opposition constructive. Constructive. L'opposition de propositions d'alternatives. Voilà, de propositions La d'alternatives. critique constructive. Voilà, absolument. Et quelle est la position de Nouvel Élan par rapport au changement de la ou révision constitutionnelle ou changement? Est-ce que vous sautez à l'opportunisme ou c'est quelque chose que le parti a toujours envisagé? Bon, il y a de ceux-là qui estiment que nous serions dans l'opportunisme politicien. Ouais. Ils sont libres à eux de penser de cette façon. D'ailleurs, nous sommes dans un État démocratique. C'est que chacun, au regard, aussi en considération les textes réglementaires, a le droit de s'exprimer comme il le pense. Nous ne pouvons pas changer cela, mais nous devons seulement soit apporter de la lumière sur la position du Nouvel Élan, soit assumer notre position. La position du Nouvel Élan, vous l'avez dit d'ailleurs dans TAM, et il estime en tant que parti politique, depuis 2019 d'ailleurs, nous avons intégré le gouvernement en 2025, c'est que ceux-là qui nous prennent pour des opportunistes politiciens, factuellement parlant, cela n'est pas prouvable. Parce que c'est depuis 2019, nous n'étions pas dans la cogestion gouvernementalement parlant, nous étions dans l'opposition républicaine, dans laquelle nous demeurons jusqu'à ce jour d'ailleurs. Et la question peut-être de notre casquette politique étant gouvernement, vous allez la poser au moment opportun. Absolument. Alors pour revenir à ce que je disais, le Nouvel Élan a toujours estimé que le peuple congolais n'a jamais eu sa propre constitution. Depuis la loi fondamentale, je pense du 19 mai 1959, qui a consacré la République du Congo au 30 juin 1960, juste par les truchements de la constitution de Louloabour, en passant par la constitution de la Deuxième République du maréchal Mobutu, de 67 à 90, on ne parlera pas des actes transitoires, des décrets ou ordonnances présidentielles sur la cogestion de la République ou de l'État en temps de transition, jusqu'à la constitution de 2006 révisée en 2011, la République démocratique du Congo, au regard des principes du droit constitutionnel, même en droit comparé, n'a jamais eu une constitution qui est l'expression factuelle de la volonté du souverain primaire. Parce que, au regard de ces principes, plusieurs doctrinaires sur la question, Emmanuel Joseph Sienès, Hans Kelsen, Georges Burlot et d'autres doctrinaires du droit constitutionnel estiment que la Constitution doit d'abord être et surtout l'apanage du peuple qu'elle gouverne que des gouvernants. Parce que les gouvernants ne feront que présenter un texte qui, anthropologiquement parlant, ne devrait que assouvir leur soif du pouvoir. Alors il faudrait que la Constitution soit textuellement parlant, techniquement parlant, juridiquement parlant, le reflet de l'exercice express de la volonté du souverain primaire. Et de la loi fondamentale à la Constitution de 2006, il n'y a jamais eu, au regard de principes droit constitutionnel, ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. C'est que c'est une équipe pluridisciplinaire, des techniciens, des technocrates, qui vont devoir être missionnés ou mandatés par le souverain primaire avec assignation précise, celle de la rédaction du projet de constitution. Et c'est après être élu à cette fin que cette Assemblée constituante va revenir avec ce draft de la Constitution, en discuter avec le peuple dans des universités, dans des églises, dans des écoles, dans des structures de la société civile, dans des structures des penseurs, des professeurs, pour apporter la pensée du peuple congolais ou du tout peuple dans ce draft, dans ce projet de constitution. Ce n'est qu'après avoir intégré cela, bien sûr ça se passe par voie référendaire, que ça va rentrer dans ces cursus. Bon, il faut peindre le tableau. On peut parler d'un changement de la Constitution dans un état de crise, ou quand il y a révolution par exemple, où les institutions doivent être raplaties, ou aussi au moment où il y a une constitution en vigueur qui porte la nouvelle constitution. C'est deux tableaux différents. Alors, quel que soit le contexte, dans l'historicité constitutionnelle de la République démocratique du Congo, le Nouvel Élan estime que le peuple congolais n'a jamais eu sa propre constitution de 1. De 2, le Nouvel Élan estime également que, puisque la République démocratique du Congo d'aujourd'hui est sous-tendue, historiquement parlant, par des empires et royaumes qui étaient dans le temps patronnés par des empereurs ou des rois, qui profitaient ou bénéficiaient des ressources des terres et de leur sous-sol, ils ont été expropriés. Depuis 1960, c'est l'État qui, de manière exclusive, gère ou jouit de toutes les richesses du sol comme du sous-sol. Alors ceux-là
a une conséquence négative du fait que les communautés locales se sentent coupées du progrès du développement de la République démocratique du Congo. Nous avons un peuple pauvrissime, excusez-moi, de cette figure des styles qui n'est autre que l'hyperbole, alors que c'est une patrie, c'est une terre qui produit des richesses scandaleuse et qui profite à toute la communauté internationale, qui d'ailleurs est en train d'enrichir d'autres États. Mais quand on regarde l'homme du Congolais, il n'évolue pas avec les richesses produites sur son sol. C'est que nous voudrions, par la titrisation de terres et l'actionnariat de communautés locales dans les entreprises publiques et privées, minières ou d'autres secteurs, que l'État reconnaisse dans une copropriation aussi la participation active qu'on retrouve des chefs coutumiers dans des conseils d'administration, afin que les populations autochtones, puisque les chefs coutumiers sont des gestionnaires, puissent profiter de cela. Pour finir aussi, nous sommes en train de revendiquer une constitution des performances publiques. C'est que nous ne voudrions pas que l'on puisse, nous appelons ça au nouvel élan, thésauriser le pouvoir. C'est que occuper le fauteuil pour le fauteuil. Quand je m'assieds ici, c'est pour solidement, foncièrement, éminemment répondre à vos questions. Je ne dois pas m'asseoir ici, vous posez des questions, je ne réponds pas. C'est que je m'assieds pour produire. Alors, il est aussi évident que, constitutionnellement parlant, que nous puissions avoir des garanties que quand vous occupez une responsabilité institutionnelle, que vous soyez président de la République ou qui que ce soit, que vous ayez également l'exigence de produire ce qu'il faut afin d'améliorer la vie du citoyen congolais. Parce qu'on ne doit pas occuper le poste juste pour l'occuper. On occupe le poste pour renchérir ou renforcer ce qu'on appelle la providentialité étatique. Et il faudrait qu'il y ait des indicateurs qui vont nous permettre à mesurer votre performance ou le sens de l'optimisation de la vie du citoyen congolais. Pour finir, quand je discute également avec le président national du Conseil national de la jeunesse, l'ingénieur Claude, dans nos échanges, il a récemment organisé un grand débat intéressant sur les possibilités du maintien, de la révision ou du changement de la Constitution. Il a invité toutes les parties prenantes, des partis politiques, sociétés civiles de confession religieuse, C64 et le reste, qui sont prononcés sur la question, et il m'a révélé un élément beaucoup plus important, c'est qu'il faudrait que nous ayons des garanties constitutionnelles de valorisation de la jeunesse congolaise, parce que nous sommes au-delà de 60%. Nous sommes près de 116 millions d'habitants, c'est que c'est au-delà de 70 millions des jeunes en République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il y ait des garanties constitutionnelles qui puissent intégrer les jeunes dans toutes les possibilités de gestion des institutions de la République démocratique du Congo, puisque les jeunes ne doivent pas que subir. Et il m'a scandalisé en disant que la Constitution ne parle pas de la jeunesse au-delà de 5 fois. Ah bon? Alors que nous faisons plus de 60% de la population, non seulement active, mais toute la population de le peuple congolais. C'est beaucoup mieux l'état de la population congolaise, parce que là, on retrouve même les étrangers. C'est que de ce point de vue, il nous faut des garanties constitutionnelles pour la jeunesse, des garanties constitutionnelles pour la titrisation de terres, des garanties constitutionnelles également pour la copropriation du sol et du sous-sol entre l'État et les communautés autochtones. C'est ça que nous revendiquons. Il n'y a aucun sens d'opportunisme politicien. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes libres à réfléchir, nous estimons qu'au-delà de toute la polémique politicienne, le peuple congolais, au regard des principes constitutionnels, n'a jamais eu sa propre constitution. Cela est irréfutable. Voilà, monsieur Jérémy, on va rebondir sur notre question. On va aller du côté de l'opposition. Vous êtes dans l'opposition républicaine, mais partenaire de l'Union sacrée, absolument, technocratiquement parlant. Voilà, partenaire de l'Union sacrée technocratiquement parlant. Il y a l'opposition radicale qui estime que ces débats pourraient cacher d'autres objectifs politiques. D'accord. D'autant plus que le souverain primaire n'a pas exprimé ce besoin d'une révision constitutionnelle. D'accord. Le président de la République a ouvert le débat quant à ce. Ils estiment que voilà, il y a d'autres agendas politiques qui pouvaient être derrière, d'autant plus que le peuple n'a pas demandé ces changements, cette révision. Comment réagissez-vous à ces propos? Bon, premièrement, il est difficile de savoir qui a amorcé de manière vivante, de manière évidente, ce torrent d'actualité autour des questions constitutionnelles. Okay. C'est que s'il y a du répondant, c'est que c'est une question qui intéresse le peuple. S'il n'y a pas de répondant, ça n'intéresse pas le peuple, à mon sens. Au-delà de ça aussi, il n'y a pas, alors que l'Union sacrée qui serait en train d'alimenter la question du changement de la Constitution. D'autant plus que si l'opposition radicale ne trouvait pas opportun cet enjeu politique autour de la Constitution,
et elle n'organiserait pas tout ce qu'elle organise. Sur fond, bien sûr, d'un certain refus sur des questions constitutionnelles. Si c'était le cas également, l'opposition radicale ne serait pas en déphasage avec sa propre revendication. Parce que si vous côtoyez le libellé de l'article 64, vous comprenez qu'il est question de se lever contre tout individu, tout groupe d'individus qui cherche à renverser le pouvoir constitutionnellement établi. On va se poser la question de savoir si le président de la République en tant qu'institution et tous les animateurs de la République ne seraient pas l'émanation des procédures constitutionnelles. Ils ont été élus au suffrage universel direct du président de la République et les députés nationaux par exemple, les sénateurs au suffrage universel indirect, le gouverneur de province également. C'est que si vous êtes en train de revendiquer la démission du président de la République, par quelle procédure? Parce que la procédure que propose l'opposition radicale ou radicaliste ou sur-radicaliste est anticonstitutionnelle parce que... Vous trouvez cela anticonstitutionnel? Absolument. Le chef de l'État ne doit démissionner par exemple que quand il y a haute trahison. Et cela doit d'abord se discuter au niveau du Parlement avant que le dossier soit déféré au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ça que prévoit la Constitution. Mais j'estime que ces changements, c'est pour avoir plus de temps de gestion. Ce sont des suppositions. On ne gère pas la République sur fond des présomptions. Et on ne gère pas la République sur fond d'une éventuelle prétention. D'autant plus que les questions de la République exigent beaucoup de modération, beaucoup de sobriété également. Bon, après tout, juridiquement parlant, la preuve incombe à l'accusé. C'est que si l'opposition radicale estime que le président de la République avait des intentions de se maintenir au pouvoir, et le président de la République sur la question a dit que cela dépend du souverain primaire, à mon sens, il n'y a aucune preuve probante sur la question, d'autant plus que l'initiative de la révision constitutionnelle est une prérogative reconnue au président de la République au regard de la loi fondamentale qui n'est rien d'autre que la Constitution en vigueur. Et au-delà de ça, quand on va rester sur la question, il était prévu le 8 un sit-in, je sais pas, une marche, pour continuer à revendiquer la protection de l'ordre constitutionnel parce que l'opposition estime que le pouvoir en place voudrait renverser l'ordre constitutionnel et institutionnel. Alors constitutionnel, c'est beaucoup mieux. Cependant, on va se poser la question de savoir où est l'intérêt factuel de l'opposition. Les matières constituées, les questions relatives à la loi fondamentale ont pour souverain primaire le peuple congolais. Mais le 8, l'opposition a reporté la manifestation, la ramenant au 22, puisqu'elle a été invitée par le président de l'Union africaine en exercice, le président burundais, Evariste Ndayishimiye. On va se poser la question de savoir les questions de la Constitution, que ce soit son maintien, sa révision, son changement, ont pour repère factuel, évident, le peuple. Ce n'est pas l'Union africaine. Mais quand on voit l'opposition, au lieu de répondre au rendez-vous du peuple, reporter, demander au peuple d'attendre, parce que celle-ci estime qu'il est beaucoup plus important d'aller en pourparler avec l'Union africaine, où est la souveraineté du peuple congolais. Il est souverain en la matière. Et quand il faut descendre dans les rues, on entraîne... Bon, quand il faut descendre dans les rues, pour prétexter que c'est au nom du peuple, on y va avec les matières constitutionnelles. Quand le peuple vous attend, puisque ces matières le concernent foncièrement, vous le dites d'attendre parce que vous allez auprès de l'Union africaine. Alors que nulle part dans la Constitution, il est mentionné que pour des questions constitutionnelles, on va recourir à un organisme international, africain ou d'outre-mer. Nulle part. Alors, Monsieur Jérémy, on va parler des faisabilités. La question de la Constitution est là, le débat est ouvert. Alors, s'il arrivait que, voilà, on tend vers un changement de la Constitution, on doit procéder par le référendum. La République démocratique du Congo a une partie sous état de siège et une autre partie sous occupation de la rébellion AC-23. Comment voyez-vous les faisabilités alors que le pays est attaqué ? D'accord. Alors, c'est une question très profonde, mais je pense qu'on va bien peindre le tableau. Alors, premièrement, la décision du changement de la Constitution n'est pas d'ordre juridique. Elle est d'ordre politique. Et la politique a une dimension métaphysique. Il y a la loi du pouvoir, la loi de la politique, qui fait en sorte que, quel que soit le régime, qui que vous soyez, quand vous accédez au fauteuil de la gouvernance de toutes sortes de républiques, vous avez des angles de vue qui ne sont pas perçus par ceux-là qui ne gèrent pas la République. Vous voyez naturellement, et on doit respecter cette dimension métaphysique
et aussi anthropologique de la politique. Alors, puisque cette décision, dans un moment où il n'y a pas de crise institutionnelle, dans un moment où il n'y a pas de révolution, revient à la dynamique politique, on doit cerner que cette dynamique politique va au-delà de ce qui est textuel. Cependant, elle a toujours eu besoin de la rescousse du souverain primaire. C'est profond ce que je dis. Ouais. Alors, deuxièmement, la Constitution en vigueur, il n'est pas interdit, on doit reconnaître sa sacralité, le président de la République l'a dit lors de son discours du 30 juin, la Constitution en vigueur n'appartient pas à l'individu, elle est sacrée. Elle n'appartient pas à un régime politique. Moi, je suis déçu par moments quand j'entends certains cadres de l'Union sacrée estimer que cette Constitution, puisqu'elle appartiendrait à un régime politique, il faut la changer. Mais non! Dans une démocratie, on ne doit pas avoir ces angles de vue. Le président de la République, quand il parle, il reconnaît la sacralité de la Constitution actuelle parce que elle continue à réguler les rapports entre les citoyens congolais, entre eux, entre les citoyens congolais et l'État congolais. Elle continue à assurer notre souveraineté, notre cohésion nationale. Cependant, se poser des questions sur son efficience ou sa déficience, ses performances ou ses défaillances, je ne suis pas en train de parler de ce toupet de vouloir déverrouiller les matières constitutionnellement verrouillées. Ouais. Cependant, dans une démocratie, dans une république, dans un état de droit, c'est poser des questions sur un texte élaboré et adopté il y a 20 ans, cela n'est que légitime. Alors, ça veut dire que puisque cette constitution avait les assignations, elle porte en elle les séquelles du projet de la constitution de la Conférence nationale souveraine de 1994, il est évident que l'on se pose des questions sur son aspect contextuel. C'est que élaboré en 2003, promulgué en 2006, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Parce que cette dernière avait ou a des assignations, parmi lesquelles il ne faudrait pas qu'il y ait au moins un village ou une cité de la République qui soit sous occupation. Parce que on arrive à élaborer, à échafauder des lois, c'est pour des assignations sociétales. Et cette constitution avait pour mission également de faire en sorte que, dans son étendue de 1960, 2 300 000 km², que la République démocratique du Congo s'assume dans toute sa territorialité. Cependant, on va se poser la question de savoir, est-ce que, depuis 2006, la République démocratique du Congo a-t-elle son intégrité territoriale? Point d'interrogation. D'autant plus que cette guerre de l'Est date de 1996, factuellement parlant. Mais moi, je l'ai toujours dit qu'on va rentrer dans l'historicité. Ce n'est pas le jour où la maladie vous terrasse physiquement qu'elle a débuté. On va se poser la question de savoir quand est-ce que la maladie est entrée dans votre corps. Et par rapport à la République démocratique du Congo, c'est depuis 1961 déjà qu'on a été secoué par les pressions sécessionnistes, katangaises et kassayennes dans le temps. Et on va rentrer encore beaucoup plus avant quand on a connu les premières explorations du bassin du Congo dans les années 1886. 1879 même, qu'on a été convoité, des explorateurs qui vont aller de l'autre côté d'outre-mer pour dire il y a un scandale géologique de l'autre côté, c'est qu'il fallait déjà commencer à déstabiliser ce territoire afin de le piller, d'exploiter illégalement ses richesses. Alors, puisque cette situation de déstabilisation de la partie orientale de la République a traversé les régimes politiques, a traversé les républiques, je pense qu'on doit se poser la question sur l'efficience de la textualité juridique par rapport à cette assignation de pacifier la zone. Est-ce que c'est un problème d'individu ou un problème de texte? Moi, je pense que c'est un problème d'anthropologie textuelle. C'est que tout texte doit être le reflet des citoyens qu'elle régule. Nous sommes Congolais. Je pense que si vous côtoyez la Constitution, je ne suis pas en train de remettre en question sa sacralité. Cependant, elle est d'outre-mer. Nous devrions avoir une textualité non seulement africanisée, mais qui s'ouvre au monde, mais beaucoup plus basée sur les réalités congolaises. Parce que si vous questionnez le droit constitutionnel pré-colonial, dans le temps, il y avait dans certains empires, dans certains royaumes, de l'opposition africainement. Ce mot n'est pas français. Ouais. Je veux le dire pour qu'on se comprenne. Ouais. Bantouman. Ok. À la Bantou. À la Bantou. Vous voyez, c'est que où vous avez le roi, mais dans le royaume, vous avez un clan qui a la prérogative de contredire le roi ou de dire des vérités au roi. Tous les autres sujets du royaume ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent au roi parce que le roi est sacré. Est-ce que, africainement parlant, puisque nous sommes africains, en l'an 30 000, nous serons européens? Mais non. C'est que nous serons des Africains, mais beaucoup plus évolués.
Ça veut dire que textuellement parlant, nous devrions avoir des lois qui reflètent notre congolité. Est-ce qu'il fallait le pluralisme politique? Actuellement, nous avons des fédéralistes et des unitaristes qui sont dans des associations d'opportunités. Est-ce que nous ne devrions pas aller vers le bipartisme? Mais est-ce que c'est ça le vrai sens de notre africanité? Quand je faisais la passerelle avec le droit constitutionnel précolonial, vous comprenez qu'il est évident, même au XXIe siècle, de construire des textes légaux qui puissent être le reflet substantiel de l'homme congolais. Est-ce que cette constitution en est une preuve probante? Point d'interrogation. C'est que puisqu'il s'agit d'une évidence qui traverse les régimes politiques, les républiques et les générations, il est évident qu'on se pose des questions sur l'efficience de cette constitution. Et aussi pour chuter, le fait que nous puissions être dans un contexte protégé par la constitution, ou pour que vous soyez gouverneur de province, vous devez avoir plus d'argent. Pour que vous soyez sénateur, il faut plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'article 220 que ces matières sont verrouillées. Vous ne pouvez pas remettre en question les compétences des provinces. Aussi, parmi lesquelles, la possibilité d'élire les animateurs de ces propres institutions ou de ces représentants. Députés provinciaux, gouverneurs de province et sénateurs. Au niveau national. C'est que, mais souffrez, on sait comment ça se passe. C'est les députés qui vont devoir recevoir des pots de vin. On ne sait par quel mécanisme. Pour élire le gouverneur de province ou pour élire le sénateur. Et si vous n'êtes pas originaire d'un coin, vous ne serez jamais élu gouverneur de province. Moi, j'estime que, modestement parlant, nous avons, en tant que jeunes, ces compétences de gérer une province. Mais nous ne pouvons pas le faire, d'autant plus que la Constitution ne le permet pas. Il faut une telle exceptionnalité pour y arriver. Mais je suis congolais. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire preuve de mes compétences? Est-ce que les Haut-Katangais ou d'ailleurs, pas que pour moi, pour d'autres personnes, n'auraient pas besoin de la compétence. Il y a des jeunes tels que Caleb Banza, par exemple. Il y a des jeunes tels que Hugues, le président Hugues Bollé, si je ne m'abuse. Il y a des jeunes qui font preuve de beaucoup de compétences, mais qui, dans une certaine mesure, ne se retrouvent pas garantir par des textes constitutionnels qui pourraient leur permettre d'apporter ce qu'ils peuvent à la population. Alors, ça veut dire en soi que tout en respectant la sacralité de cette constitution, parce que bien qu'elle n'avait pas été demandé par le peuple en 2005, parce qu'il n'y avait pas d'assemblée constituante en deçà. Voilà pourquoi même Martin Fayoulou, je le dis avec beaucoup de respect, en tant que citoyen congolais, s'était levé mordicus contre la constitution actuelle. En 2005. Il n'était pas d'accord, estimant que cette constitution n'avait pas été demandée par le peuple congolais. Et pourquoi il se bat pour la maintenir actuellement? Je pense que il est le seul à en maîtriser de vraies raisons, mais nous sommes dans un contexte où, en 2005, il s'était levé contre la constitution en vigueur, mais aujourd'hui il estime que cette constitution devait être maintenue. Pour quelle raison? Il est le seul à savoir les vraies motivations qui l'animent. Alors de ce point de vue, quand on se pose des questions autour de l'efficience de la constitution, tout en respectant la procédure pour ce qui est de sa révision ou de son changement, cela nous trage. Rien, à mon sens, rien que ce soit. Le mal serait vouloir son changement et utiliser une machination politicienne pour y arriver. La seule machination qui évite la sanction du souverain primaire. Là, ça serait outrance. Voilà, monsieur Jérémy, merci d'avoir répondu à nos questions. Une dernière question pour finir avec cette émission et prendre aussi votre mot de conclusion. Certains estiment que les débats constitutionnels risquent de diviser davantage les Congolais parce que les partis politiques sont divisés également par rapport à cette question. Il y a les partis de l'opposition, le parti de l'Union sacrée et tout ce qui va avec. Comment faire en sorte qu'il y ait débat sur la révision, le changement de la Constitution et maintenir cette cohésion nationale? Ou pensez-vous que ça ne sera pas possible? Non, c'est cultiver le sens de la tolérance, de la modestie. C'est qu'il ne faudrait pas qu'un certain Jérémy, jeune qu'il est, quand il est sur un plateau de télé, reçu par M. Nathan, qu'il puisse estimer qu'il a raison. C'est narcisse. Ou quitter le nombrilisme, c'est que se regarder qu'à soi-même et estimer que l'autre n'a pas raison. On doit cultiver la tolérance. C'est que malgré que nous sommes actuellement dans un contexte particulier membre de l'Union sacrée, on ne doit pas estimer que l'opposition a tort. Non, mais ça devient, excusez-moi de le dire, plus que narcissique, ça devient bas d'esprit. C'est que estimer que c'est vous seul qui avez raison, mais non. Cultiver de la tolérance, estimer que les confessions religieuses peuvent aussi avoir raison, c'est une mesure. Estimer que l'opposition peut avoir raison, c'est une mesure. Estimer que l'Union sacrée peut également avoir raison. Parce que actuellement, nous sommes dans un contexte où
L'opposition estime que l'Union sacrée a tort sur toute la ligne, Ouais, ce qui est faux. Certains cadres de l'Union sacrée estiment que l'opposition a tort sur toute la ligne, c'est faux. je veux même certains déchirer la Constitution. Non, mais ça, c'est... Mais il fallait écouter le président de la République dans son discours qu'on parle de la Constitution. Ouais. Il a reconnu et respecté la sacralité de la Constitution. Mhm. Il a même estimé que aucune guerre, aucun conflit politique ne peut remettre en question l'unité nationale Voilà. ou la souveraineté de la République démocratique du Congo qui passe avant tout. C'est que si, à mon sens, il nous faut taire le débat sur la Constitution afin de préserver l'unité nationale, le chef de l'État de cet avis-là. C'est que l'unité nationale passe avant tout. Mais on doit être tolérant. On ne doit pas être prétentieux. Ouais. Mes avis que je donne ne sont que des avis. Je dois accepter la contradiction. Voilà pourquoi même quand je me fais insulter sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais pris ça à cœur. Parce que je ne dois pas plaire à tout le monde. Le mal, c'est quand on estime que, bon, on va jouer au savant et que tout le monde doit... Mais si au ciel, il y a eu de la division, que dire de la terre? Ouais. C'est qu'on doit cultiver la tolérance, on doit admettre que l'autre, dans ce qu'il dit, il a aussi raison. Dans ce que je dis, je peux aussi avoir tort. Après tout, je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout. Si les grands scientistes se contredisent et acceptons que c'est du choc des idées que la lumière doit jaillir, que dire d'autres disciplines? Parce que la science, c'est la discipline de la rigueur, de la rationalité, dans une certaine mesure. C'est que cultivons la tolérance, respectons le souverain primaire. Il ne faut pas qu'on fasse quoi que ce soit sans le souverain primaire, que nous sommes. Absolument. Après tout, et c'est ça qui va nous amener à préserver l'unité nationale, à brandir vaillamment le drapeau de la République démocratique du Congo. On va brandir vaillamment le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardé. Merci également à vous, monsieur Jérémy, d'avoir répondu à nos questions. Bon, c'est moi qui vous remercie et félicitations pour votre émission. Bon, je suis convaincu que ça ne sera pas une simple émission, mais ça sera une vie, ça sera une percée, ça sera un renversement d'un système. Parce que quand il y a une émission qui vient, ce n'est pas pour qu'elle réponde à ce qui existe déjà, mais c'est pour apporter ce qui manquait, Absolument. sans prétention aucune, en reconnaissant ce qui existait déjà. Et je suis convaincu que votre émission fait partie de ce contexte-là, des particularités, d'innovation. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Nathan Kalunda. Vous êtes d'une telle profondeur médiatique, et je suis convaincu que cette émission va devoir vivifier, rien d'autre que ça, votre talent que vous portez. Merci, monsieur Jérémy. Ça me touche en plein cœur. Je vous en prie. Et également, un dernier message. Vous êtes leader des jeunes. Vous avez initié le mouvement Jeunes, réveillons-nous. D'accord. Est-ce que ce réveil est politique ou bien c'est un réveil au plus profond de soi? Parce que certains estiment que la jeunesse est souvent utilisée pour des fins politiques. Est-ce que vous venez casser ces systèmes-là de manipulation? On vous a entendu lors de vos discours dire que n'acclamez pas pour les politiciens, allez dans tous les ans. J'ai toujours dit ça. Est-ce que vous vous dites c'est un réveil politique ou c'est autre chose que ça, pour finir? Moi, je suis en politique, mais j'ai la conviction éloquente, éminente, selon laquelle la politique ne va pas sauver la République démocratique du Congo. Ah bon? C'est l'homme qui va sauver. Parce que la politique est un art, au service de celui qui l'exerce. Okay. C'est que ce qui compte, c'est l'état d'esprit de celui qui l'exerce. Ce n'est pas l'art. Avec un couteau, on peut couper une orange, ou on peut faire du mal à quelqu'un. La politique, elle est aussi de cette façon, elle est neutre. Elle est ni bonne ni mauvaise. C'est celui qui l'applique. Alors, ce n'est pas elle qui va changer. C'est celui qui la manipule, qui doit l'utiliser à bon escient. À mon sens, tout ce que nous faisons pour rejoindre abruptement votre question, nous nous fixons sur l'homme. Après tout ce que je fais en politique, je vais m'asseoir dans une salle. Devant moi, il y aura des gens. Je parlerai matin, midi, soir. J'éclairerai des âmes. Et c'est comme ça que je quitterai la terre. Ça veut dire que je ne fais pas ça pour l'exercice d'un fauteuil politique qui est passager. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour amener les jeunes à arrêter de chanter, de rendre des cultes à des individus qui passent. C'est pour arrêter à quémander de l'argent, à vendre son âme pour de la bouillie, de la salade, la vanité. C'est pour amener les jeunes à voir la perle, le diamant enfoui au-dedans d'eux, qui n'est rien d'autre que ce qu'ils peuvent faire mieux que qui que ce soit, sans attendre l'approbation ou la validation des autres. Et nous sommes en train d'amener les jeunes à cela. C'est la seule façon qui va sauver la jeunesse. Ce n'est pas on vous a financé, prenez $2000,
prenez 4 000 $ pour votre entreprise. Aussi longtemps que l'homme ne sait pas ce qu'il y a de plus précieux au-dedans de lui, même si vous lui donnez des millions et des milliards, il ne va rien, alors rien apporter. Côtoyez Elon Musk, à chaque fois qu'il gagnait des millions, il les réinvestissait tous. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de tous les temps. Pas parce qu'il a sauvé de l'argent, mais parce qu'il a compris la magie, que c'est d'abord Elon Musk qui est toute la richesse. C'est d'abord Nathan Kalunda qui est toute la richesse. C'est d'abord Jérémy Yav. C'est d'abord vous qui me suivez. C'est pas votre compte en banque. C'est parce que vous avez chez vous, vous avez des véhicules. Ça, c'est pour vous. On a amené les jeunes dans un monde où on les appâte avec des bouteilles de champagne, avec de l'argent. On les achète. Nous avons des jeunes dans un rêve en nous. Quoi que vous mettiez sur la table, ils savent qu'ils ont déjà ça au-dedans d'eux. Ce n'est qu'une question de temps. C'est que je dis, c'est plus important. Il y a beaucoup de gens que nous respectons aujourd'hui. Il y a 10 ans, on ne savait même pas ils étaient où. Juste une question d'état. C'est à ça que nous amenons les jeunes. Voilà. C'est profond. Voilà pourquoi il y a des gens qui estiment que nous sommes dans la noirceur, alors que nous savons, nous, foncièrement, où nous allons. Nous savons où Nous savons. je sais ce que je fais. Souffrez. C'est arrogant, mais c'est évident. Je sais ce que je fais. Vous saurez ce que vous faisiez. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Yav, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés et à la prochaine.